De retour sur le plateau de votre quotidienne, et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et quand ça nous vient, quand on a envie, eh bien, on est aussi en live Facebook. Donc connectez-vous, Éclair TV FM. Nous sommes partout et là, nous allons vous parler de l'éducation de nos jeunes. Quelle éducation, quel futur pour eux? Mais pour en parler, je reçois un professionnel. Vous le connaissez, c'est un de mes futurs chroniqueurs, Hannes Kanoufé. Ça va, on est là, on tient. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir. Ton premier passage a été un succès sur les séries. Je vous invite vraiment à aller encore une fois sur le YouTube de Éclair TV, KNF, La vie en série. Je ne me rappelle même plus du nom, mais c'était super bien. Voilà, franchement, on a décortiqué. Et là, tu es revenu nous parler donc de l'éducation. Exactement. Surtout l'éducation des jeunes. Donc ma première question serait, est-ce que notre éducation, surtout ici, au pays, ne doit pas changer? Alors effectivement, quand on parle d'éducation, déjà il faut savoir de quoi on parle, de quoi il est question. L'éducation, c'est l'idée de apporter aux jeunes, aux générations, on va dire plus jeunes, mais même aux générations anciennes, parce qu'en vérité, on s'éduque toute la vie. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. C'est effectivement d'apporter un certain nombre de connaissances, de savoir, pour qu'ils puissent évoluer. Et l'idée, c'est... Souvent, moi j'aime bien poser ça comme question à mes élèves, pourquoi en fait s'éduquer? Pourquoi venir à l'école? J'aime bien commencer l'année d'ailleurs en leur disant, levez la main ceux qui pensent que ça sert à rien. Et il y en a toujours 2-3 qui font un peu les, tu vois, ils lèvent la main, je leur dis, moi je salue votre détermination, votre honnêteté. Et effectivement, moi ce que j'aime bien leur dire c'est, déjà dans la vie, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Parce que si on va dans un établissement, on va dans une école, en ne sachant même pas pourquoi, finalement ça sert à rien. Et d'ailleurs il y a des psychologues qui confirment ce que je dis, puisque parmi les éléments qui favorisent l'éducation et les apprentissages, il y a ce qu'on appelle l'engagement. Plus on est engagé dans un truc, plus on a tendance à mieux s'approprier. Exactement. Alors que si on est là, nous cisés en mode po, tu vois, quand on fait là, exactement. Vous regardez votre montre, exactement. La souris ne sonne pas même. Exactement. Donc du coup, ça nous déconnecte complètement. Donc l'idée, c'est déjà le premier élément de comprendre pourquoi on s'éduque, pourquoi on va apprendre des choses, pourquoi on en a besoin. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 2-3 idées que des psychologues, c'est pas moi qui le dis, des psychologues qui ont travaillé dessus, notamment une nouvelle génération des neuropsychologues, donc des gens qui travaillent un peu sur le fonctionnement du cerveau. Donc certains ont montré, et c'est hyper intéressant, ils ont montré que déjà le fait d'apprendre, l'apprentissage, c'est un besoin vital, comme manger, boire, dormir. Et comment ils l'ont prouvé? Ils ont prouvé que finalement, en testant à la fois des nourrissons, des jeunes et même des adultes, une fois qu'on découvre quelque chose, ça balance un peu de dopamine et du coup il y a une activation au niveau du cerveau qui fait que, je pense que ça a déjà dû t'arriver, tu es en train de lire quelque chose où tu regardes un documentaire et tu fais « Po, il y a la gazelle, elle s'est vraiment bien fait manger ». Tu vois? La gazelle, je ne m'attendais pas du tout à ça, super. Exactement. Et donc l'idée c'est que le fait de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, ça nous stimule même au niveau du cerveau et ça nous provoque un bienfait. Donc déjà, en fait, on en a besoin. Ça, c'est un besoin vital. Deuxième élément, c'est que l'éducation, finalement, derrière l'éducation, il y a l'idée de comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, on en avait parlé quand on a parlé de ScienceFlix. C'est l'idée que, contrairement aux animaux, les animaux, on dit qu'ils n'auraient pas la même conscience, ils ont une conscience d'eux, mais ils n'auraient pas la même conscience que nous. Et du coup, nous, on vit dans un monde, on évolue dans un monde qui est très structuré, il y a des lois, il y a des règles, butins, etc. Sauf que si on évolue dans ce monde alors qu'on ne comprend pas du tout le fait qu'il y ait des règles, le fait qu'il y ait une culture, le fait qu'il y a une histoire, il y a un patrimoine, il y a des langues qui sont parlées, etc., ça nous laisse toujours à côté de la plaque et finalement, on se fait toujours arnaquer, harceler, machin, etc. Tu vois. Donc c'est un peu tout ça. Donc juste de manière très très concrète, pour la différence entre filles et garçons, parce que j'aime bien aborder ça, souvent on dit mais les filles sont plus mauvaises que les garçons en mathématiques par exemple, et l'éducation, la science et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent que finalement, c'est lié à différents facteurs, notamment la mauvaise estime de soi. Et donc l'idée, c'est le fait de travailler sur l'estime de soi. Donc premièrement, d'engager les élèves, ensuite travailler sur l'estime d'eux, c'est autant d'éléments qui aident à favoriser l'éducation. Alors là, ça revient à ma question, parce que là, tu as super bien développé. Là, j'ai fait un exposé. Non, franchement, vous avez développé le pourquoi du comment de l'éducation. Effectivement, c'est vrai qu'on est souvent curieux et c'est vrai que dès qu'on a une réponse à nos questions, on est content. Dopamine, happy. Justement, donc pour réintéresser les élèves, toi qui es prof, justement, est-ce que tu sens un désintéressement, justement, de l'éducation, de l'école et de l'apprentissage au niveau de nos jeunes? Alors, moi, ce que je vois, c'est que ce que je constate,
c'est quoi qu'il arrive, il y a un désir d'apprendre. Ouais. C'est-à-dire que qu'on ait des élèves les plus perturbateurs ou les plus sages, etc., en fait, ils ont tous un désir d'apprendre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que chaque élève a des modes de fonctionnement qui vont être différents, a une intelligence qui est différente. Pendant longtemps, on a présenté l'intelligence comme, tu vois, il y avait une théorie qui s'appelait la théorie de l'escalier. Ouais. En fait, on pensait que, tu vois, le cerveau, on démarre de en bas et le truc monte progressivement et jusqu'à atteindre un niveau d'intelligence suprême. Ouais. Et en fait, finalement, c'est pas vrai. On peut être à un niveau, je sais pas, à 10 ans, tu es à tel niveau, mais finalement tu vas grandir et tu peux régresser. Okay. Des fois, il y en a, ils sont plus âgés et toi-même, tu sais, on a des potes qui sont un peu couillons, tu vois. Je la connais. Heureusement que c'est pas moi qui le dis. Heureusement que c'est moi qui le dis. Exactement. Et du coup, mais en même temps, il se peut que quelques mois après, il y ait une circulation, il y a des trucs. Parce que finalement, le cerveau, enfin, on dit qu'il est très plastique. Et du coup, c'est pas un truc linéaire, là j'étais bête et je deviens intelligent. Non, c'est un truc qui évolue, qui machin. Donc déjà, ça, c'est au niveau du cerveau. Et si en plus de ça, au niveau de ta famille, au niveau de ton entourage, au niveau de même émotionnellement, bah, ça va un peu dans tous les sens, bah, c'est autant d'éléments en fait à prendre en compte dans l'engagement des élèves. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte assez particulier. On a des élèves qui, alors moi je parle dans ce que je connais, hein, le milieu collégien, enfin les adolescents, c'est qu'on est dans un contexte où ça fait à peu près 3-4 ans qu'ils ont une scolarité qui est en dents de scie, tu vois, Covid, crise sociale, etc. Et ça, c'est des éléments qui, malheureusement, participent un peu d'un décrochage scolaire. Parce que si, déjà, tu as des élèves qui ne sont pas tellement engagés. Alors, ils ne sont pas engagés, pas parce qu'ils ne veulent pas apprendre, attention, hein, voilà, ça je le répète. Pourquoi ils ne sont pas engagés? Ils veulent apprendre, hein. Ils ont un désir d'apprendre, mais ils ne sont pas engagés parce que, alors tu as plein de facteurs, soit de base, leur arrivée à l'école, elle a été peut-être traumatisante. Tu vois, c'est comme ça me permet de dire s'il y a des parents, etc. Il faut bien se dire que quand l'enfant commence à aller à l'école, à 3 ans, tu vois, ou même à la crèche et tout machin, il faut faire en sorte que ce ne soit pas un moment traumatisant. Tu vois, oui, parce que tu as des enfants qui, même si au départ, on va leur dire, mais non, à l'école, tu vois, on a besoin de s'en débarrasser, machin. Mais à terme, c'est des élèves qui peuvent avoir un peu une phobie scolaire, une peur de l'école, ça leur rappelle quelque chose de traumatisant. Voilà, exactement. Exact, Ensuite, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, là avec le fait qu'ils aient eu un peu école et pas trop école, tu as peut-être des élèves qui vont avoir un peu de difficulté en maths ou un peu de difficulté en sciences ou des choses comme ça. Sauf qu'à partir du moment où ils vont développer une difficulté ou en tout cas ils vont rencontrer une difficulté dans une discipline, ça va les freiner par rapport à l'institution parce qu'ils vont se sentir dans un truc d'échec, dans un truc de difficulté. Et troisième élément, tu as un troisième type d'élèves qui peuvent rencontrer des difficultés sociales. Ça veut dire que tu vois des choses de harcèlement, ils ont du mal à se placer. Tu vois, d'ailleurs, j'en profite pour dire, les élèves les plus sages, faut faire attention. Exactement. Tu vois, le gars qui est devant, on n'entend pas parler de lui, alors que peut-être qu'en vérité, il est en souffrance, il a du mal. Et donc, en fait, tout ça pour dire que, pour faire simple, tu as plein de profils différents. Tu as plein de difficultés, tu as plein de choses qu'on est censé rencontrer. Donc finalement, derrière l'éducation, c'est pas juste un mot simple, un prof qui est debout, qui dit oui, écoutez, machin. Non, non, non. On est dans des phénomènes complexes qui doivent prendre en compte plein de choses pour la réussite en fait des élèves, pour qu'ils soient épanouis. Parce qu'en vérité, l'éducation, comme je l'ai dit, c'est pour se sentir bien avec la dopamine, et c'est aussi, on veut comprendre mieux le monde, pour se sentir bien aussi, tu vois, en vérité. C'est parce que l'objectif, c'est d'être heureux, tu vois, d'être en bonheur, etc. Mais comment vous, professeurs, là aujourd'hui en 2022, vous pouvez gérer tout ça? Parce que souvent on a des classes qui sont surchargées. Comme tu viens de le dire, l'intérêt de tout un chacun est assez particulier. Tu t'as pris l'exemple excellent, c'est-à-dire celui qui est assis au premier rang, qui est tout calme, on a l'impression que bon voilà, il est assidu, alors que pas du tout, exactement. Comment vous faites pour voilà, discerner un petit peu dans chaque élève? Parce que chaque élève mérite de l'attention. Comment vous gérer? C'est là où on se rend compte que c'est chaud. Tu vois, déjà c'est compliqué. Surtout quand t'as les parents qui disent mais mon enfant, pourquoi vous l'avez? Exactement. Donc c'est là où déjà moi premièrement j'envoie mes salutations à tous les enseignants et j'encourage tous les parents à aller big up à fond, tu vois. Franchement, parce que c'est vraiment compliqué. Mais maintenant l'idée c'est de comprendre que, comme je l'ai dit, l'éducation c'est un tout. Donc déjà il faut bien comprendre que c'est pas comme je l'avais dit la dernière fois, l'enfant, c'est une personne, il avance dans sa vie. Une fois qu'il va à l'école, c'est quelqu'un d'autre. Non, ça continue à être le même enfant avec son histoire, avec son vécu, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation, finalement, elle n'est pas juste à l'école.
c'est toute la société en vérité qui doit réfléchir à cette éducation, même à travers les médias, et c'est d'ailleurs pour ça que je te remercie de m'avoir invité, c'est que même les médias ont un rôle à jouer par rapport à être des porteurs d'idées nouvelles, de messages, même de divertissement aussi d'une certaine façon, pour voilà, être dans un truc global au niveau de l'éducation. Maintenant, de manière très très concrète, moi, ce que j'essaie de faire dans ma pratique, et je m'inspire aussi de plein de collègues qui font des choses extraordinaires, c'est l'idée de, c'est un peu la théorie de l'attachement. En fait, la théorie de l'attachement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les enfants, plus ils se sentent attachés à quelqu'un, plus ils auront une opinion positive de cette personne et une opinion positive d'eux-mêmes, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est que, alors, comment ça s'est fait, ça, c'est un psychologue complètement fou, un Américain, qui a découvert ça. Non, mais tu vas voir, parce que c'est une expérience de dingue. En gros, il a pris des petits singes. C'est hardcore, hein. Tu peux aller sur YouTube et voir la vidéo, c'est chaud. Il a pris des petits singes, il les a privés de leur maman, alors que c'était des bébés singes, tu vois. Et en gros, il a mis une poupée avec un biberon vide, et il a mis juste à côté rien du tout avec un biberon plein. Ça me dit quelque chose, ça. Et alors, non, mais c'est une vraie expérience psychologique. Hein. Et en gros, le petit singe, ils l'ont laissé s'affamer. Et au bout d'un moment, il devait choisir entre soit il va dans un endroit où il n'y a personne, mais il peut se nourrir et il vit, parce que c'est un besoin essentiel, hein, manger. Soit il va dans un endroit et continue à mourir de faim, mais il peut faire un câlin en fait à la peluche. Et dans la majorité des cas, il va dans l'endroit où il y a une peluche pour lui faire un câlin parce qu'il a un besoin d'attachement. Et donc ça, c'est une expérience qui était dingue parce qu'elle nous a prouvé deux choses. Déjà, premièrement, ça se fait pas de faire du harcèlement sur les animaux, c'est très très sale. C'est mal. Donc, les gars, calmez-vous. C'est vrai, t'as bien commencé, il est fou. Non, très très fou. Okay. Mais deuxièmement, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à nous prouver, parce que ça aurait été chaud de faire ça avec des vrais enfants, tu vois. Mais il a réussi à nous prouver. Peut-être qu'ils ont essayé. Je pense qu'ils ont essayé, mais on ne sait pas encore. On ne sait pas. On découvrira la vérité. On saura dans quelques années. Mais par contre, le deuxième élément que ça nous a prouvé, que nous a montré cette expérience, c'est que derrière le besoin essentiel de se nourrir, le besoin d'attachement et de proximité est hyper puissant. Et même, donc après, il y a d'autres psychologues qui ont fait d'autres études moins dangereuses, mais qui ont affirmé et qui ont confirmé finalement cette analyse, à savoir que le besoin de proximité, le besoin d'attachement, est nécessaire pour qu'il y ait un développement qu'on appelle cognitif, hein, pour pouvoir réfléchir, penser, etc., de manière complète. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, moi, je ne vais pas commencer à faire des câlins à mes élèves, tu vois, même si je les aime beaucoup. Mais ça serait, y a la COVID, ça serait déjà en plus, voilà, distanciation. Mais effectivement, c'est essayer autant que faire se peut, et plein d'enseignants le font très très bien. Et en vérité, il faudrait le favoriser. C'est de créer cette relation en fait, que l'enseignant puisse avoir cette relation entre lui et les élèves, pour que les élèves se sentent le plus en confiance. Parce qu'en vérité, il y a une vraie, malheureusement, il y a une vraie inégalité entre des élèves qui vont arriver à l'école, ils sont déjà épanouis, ils ont déjà cet attachement, ils sont déjà, on va dire, bien émotionnellement, cognitivement, et pour eux, venir à l'école, même si l'enseignant n'est pas très attaché, pour eux, c'est normal, ils vont prendre le savoir, répondre au contrôle et c'est bon, ils auront une bonne note. Alors que tu as plein d'autres profils d'élèves, surtout à des âges, tu vois, incertains au niveau de l'adolescence où ils remettent tout en question. S'ils arrivent dans un endroit où ils vont pas retrouver peut-être cet attachement, et encore une fois, l'attachement, c'est pas juste faire un câlin. C'est pas faire un câlin. C'est, tu vois, ça va être une parole positive, ça va être un encouragement. Tu vois, c'est des choses très très simples, très très basiques, mais qui sont hyper importantes. Et donc, le fait de créer cet environnement positif, c'est de nature, en tout cas c'est beaucoup de scientifiques qui le font, et moi dans la vie de tous les jours j'arrive à le voir. Encore une fois, il y a toujours 2-3 élèves qui me rendent fou et j'ai envie de leur faire autre chose qu'un câlin, tu vois. Mais voilà, lui c'est la famille du président. Exactement. J'ai envie de les emmerder un petit peu. Exactement. Mais l'idée, c'est de toujours avoir en tête de garder cette proximité, cet attachement, parce que c'est de nature à ce que les élèves se sentent plus en confiance et qu'ils puissent avancer. Mais c'est vrai que tu me fais penser à une vidéo qui avait bien marché, que vous avez sûrement vue sur le net, où avant de rentrer justement dans la classe, il y avait un schéma, le prof qui était à l'entrée de la porte, l'enfant venait toucher soit un cœur, soit un carré, et en fait ça voulait dire tape-moi dans les mains, fais-moi un câlin et compagnie. Et on sentait que les enfants, ils étaient contents d'aller à l'école, quoi. Exactement. Franchement, le petit côté rapprochement, ça mange exactement. pas de pain. Et d'ailleurs, moi, ça me permet d'évoquer un exemple très très concret. Moi, j'ai un de mes collègues qui est enseignant dans un lycée professionnel en banlieue parisienne. Donc c'est un public, tu vois. C'est un public chaud, il est compliqué ce public. C'est un public assez chaud. Et lui, il a fait toutes ses études aux États-Unis, et dans le sport, etc.
Et donc, du coup, lui, il avait une habitude en début d'année. Premier cours, il les range devant la porte. Et donc, pour les faire entrer, parce que tu vois, t'as des gars, ils rentrent, ils sont en AirPods, ils regardent même pas dans les yeux, ouais là, ouais, bonjour, nanana, machin, ils rentrent. Ne me tutoyez pas, monsieur. Lui, ce qu'il a mis en place, c'est tu rentres, t'enlèves ta casquette, tes écouteurs, tu me serres la main et on fait un eye contact. On se regarde dans les yeux. Voilà. Traduction française, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Très chaud en traduction. Merci Google Traduction. Il n'y a pas de problème. Merci Styly Traduction. Tu vois. You're welcome. Et du coup, le fait de faire ça, alors malheureusement avec les gestes barrières maintenant c'est plus possible, mais lui il a vu de manière très très concrète le fait d'accorder une attention à chaque élève, d'avoir un truc dans les yeux, et tu vois un côté il m'a serré dans les mains, même avec une poignée de fer un peu, tu vois le truc masculin un peu, parce que toi en lycée pro, lui il avait des élèves, 98% c'était des hommes, tu vois. Et donc l'idée de ramener à ça, ces trucs très très concrets de je te salue, je te regarde dans les yeux et je te respecte, lui ça lui a permis d'établir une relation de proximité avec ses élèves qui a fait que il pouvait travailler tranquillement, etc., etc. Donc tu vois, c'est plein d'exemples. Après, moi je suis pas pour imposer, ça se trouve, tu as des enseignants qui vont dire non, il faut garder une distance, machin, etc. Ça, je peux le comprendre. Chaque après enseignant va. Mais justement, est-ce que ça, c'est pas un petit peu l'éducation à l'ancienne? La distance, le respect, puisque les mentalités changent. Ouais, les mentalités changent, la façon même de fonctionner d'un enfant qui a déjà une tablette avec toutes les informations qui lui arrivent, même à partir de 10 ans, tout ça, ça change. Est-ce que finalement, la relation, tout en gardant bien entendu le respect, et chers profs, franchement, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, est-ce que cet échange ne devrait pas changer? En fait, moi, ce que je pense, c'est que déjà, autrefois, il n'y avait pas forcément plus de respect vis-à-vis des adultes, c'est juste qu'il y avait plus de crainte. Mais avant, on prenait des coups. C'est ça, c'est qu'en fait, les avant, gars, les profs, ils nous frappaient. Hein. Les gars répondaient pas parce qu'ils savaient que ça allait se terminer en calotte party, en coup de règle en fer. Party, exactement. Coup de poing party, etc. Avant, il n'y avait pas de pitié. Et tu n'allais pas raconter ça à tes parents parce que tes parents te donnaient le double. Exactement, c'est ça. Et donc, du coup, tu vois, la question elle peut se poser parce que souvent il y en a qui disent oui, là c'est immoun là présent, yo machin, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'avant il faisait pire, mais sauf que c'était en Bafeille et du coup on savait pas, mais il y avait les mêmes folies, les mêmes dingueries, etc. Tu vois. Et donc moi ce que j'aime bien dire, c'est que finalement il faut pas se dire avant c'était mieux, avant c'était pire, c'était juste différent. Parce qu'effectivement c'est vrai que la société était différente. Comme tu as dit, autrefois, les gens, ils savaient qu'il y avait le voisin surveillait les enfants, le gars qui passait par là avec ses bœufs. Tout le monde était responsable de l'éducation. Parce que c'était une société beaucoup plus collective. Ouais. Alors, ça a des aspects positifs dans le sens où tu savais que tu pouvais laisser tes enfants, il n'y avait pas de danger parce que tout le monde prend soin des autres. Et de toute façon, le dimanche, tous à la messe, on pouvait faire un débrief. Enfin, tu vois, il y avait des endroits où ensuite on se retrouve en collectivité. Mais après, l'aspect négatif, c'est que si quelqu'un était différent de ce que la société attendait de lui, tu vois, il avait une autre orientation sexuelle, il avait une autre manière de penser, il avait une autre manière de peut-être s'alimenter, de parler ou de croire, il était tout de suite jugé, n'a pas fait ça, nanana. Et du coup, il y avait tout un truc de tabou qui fait que les gens ensuite étaient, ils partaient, ils vivaient seuls, etc. Ouais. Donc, il y avait des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs. Aujourd'hui, le problème, c'est que il y a eu une libération dans le sens où chaque individu maintenant il peut s'affirmer. Ouais. Toi, un enfant aujourd'hui il peut venir voir ses parents et dire voilà, moi j'aime ça, je vais écouter ça comme musique, et les parents vont pas lui dire ah non, sors de chez moi, etc. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus marginal. Exact. Mais donc c'est bien, chaque personne peut s'affirmer en tant qu'individu, mais le problème c'est que de l'autre côté maintenant on est complètement seul. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut revenir, je dirais, en arrière? C'est-à-dire que tu as très bien dit en début d'émission, l'éducation n'est pas seulement une question d'école, c'est une question vraiment de famille, de société. Encore une fois, je le répète, quand on faisait une bêtise, le voisin vous voit, il vous fout une calotte et il était dans son droit. Exactement. Et encore une fois, tu n'allais pas dire ça à ta mère ou à ton père, parce que tu te dis, attends, mais pourquoi il t'a donné une calotte? Donc tu étais en tort. Là, on voit que ça a disparu. Ouais, là, c'est l'inverse. Est-ce que tu penses qu'on peut revenir dans cette société où un petit peu tout le monde était en charge de l'éducation d'un enfant? C'est ça, c'est qu'en fait, on allait trop loin déjà. Non, mais tu vois que derrière l'idée d'éducation, en fait, c'est un mode de société là dont tu parles. Et c'est ça qui est vrai. C'est qu'en vérité, même pour une. Regarde, parce que l'éducation parentale, elle commence même une fois que la maman a accouché, une fois que les parents deviennent parents, l'éducation, elle commence là. Parce qu'en vérité, il y a même des neuropsychologues qui ont prouvé que tout le stress engendré par, tu vois, les parents qui dorment beaucoup moins et du coup qui ont tendance à se chamailler. Tu vois, tu as malheureusement beaucoup de séparations qui ont lieu dans ces premières années parce qu'elles sont difficiles en vérité. C'est compliqué. Alors qu'autrefois, il y avait quand même, c'était des sociétés beaucoup plus collectives où une fois que la mère elle accouche,
t'as les tatis, t'as tout ça, qui font que, en vérité, t'as une gestion et même. Il y avait une tribu. Il y avait un côté de société commune et du coup, il y avait aussi une transmission de t'inquiète pas, voilà comment on fait, voilà comment on change, voilà comment on s'y. Donc finalement, derrière tout ça, attention, je suis pas en train de dire que tout était mieux avant. Il y avait des trucs, on fait une petite hardcore et tout. Exact. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, peut-être qu'on gagnerait à recréer un peu des espaces collectifs. Tu vois, moi je parlais avec des parents d'élèves en classe de maternelle et de primaire et on est en train de réfléchir à, notamment sur Pointe-à-Pitre, on aimerait bien remettre en place peut-être un moment, alors ça peut être à l'école pour le coup, peut-être qu'à l'école ils pourraient faire, au lieu qu'il y ait juste la réunion parents-professeurs où on vient dire bon, ton enfant a fait ça, ton enfant a fait ça, et tu vois le parent, déjà qu'il a des problèmes, déjà il est fatigué, déjà il a des soucis, et en plus de ça on vient lui dire tu as raté ton éducation, tu es un mauvais parent, c'est ça aussi qui est hyper violent. Donc c'est pour ça que tu as des parents qui malheureusement ont des enfants qui sont en difficulté, ont tendance à pas vouloir venir parce que ils sont dans un truc de ça va me confronter à un autre problème, mes difficultés, à mes échecs, alors que en vérité, on a tous des difficultés, on a tous des échecs. Et donc, si on crée, et j'encourage vraiment, là, pour le coup, les auditeurs, les machins, je vous regarde, big up, à initier ça, tu vois. Alors, je sais qu'il y en a qui essaient à faire, tu vois, t'as des kumbits qui se font par-ci, par-là, mais de généraliser ça, des espaces où, en gros, on se retrouve, on peut parler, on parle de manière franche, de manière apaisée, de nos difficultés, de nos facilités. Voilà, moi j'arrive à faire ça avec mon adolescent pour pallier un peu à la télé, à la tablette. J'ai trouvé ça et ça comme stratagème parce que ça se fait un petit peu, tu vois, mais c'est très marginal. Alors que si en tant que société, et surtout nous on a la chance, du coup on est sur une île, tu vois, on a le truc qui fait que on est quand même dans ce côté un peu traditionnel encore, exact. Tu vois. Et donc on pourrait initier ça et développer ça, et je pense qu'on aurait tout intérêt à favoriser ça pour que, au niveau de l'éducation, les gens puissent se poser des questions entre eux, trouver des réponses entre eux, parce que moi je crois beaucoup à l'intelligence collective, et je me dis plus on va favoriser des endroits où les gens pourraient être ensemble, assis, à discuter, à réfléchir, plutôt que d'être sur la rocade et t'es là en train de suspecter le gars qui va te doubler, alors que frère il t'a doublé, c'est pas grave en fait, tu vois, tranquille. Voilà, tranquille, tu vas arriver au même endroit. On va tous aller au même endroit. C'est pas la peine de rouler au milieu de la route. Exactement. Ça c'est un message personnel. Ça c'est la 208 avant que tu arrives. Tout à fait, qui roulait au milieu de la route. Exactement. Et du coup, au lieu de créer ce truc-là, parce que là, du coup, ça me permet d'arriver à un autre point, c'est que malheureusement, même dans l'éducation, on le voit, mais c'est à l'échelle de toute la société, on a créé une société de la concurrence. Et tu vois, moi je le vois. Machin, truc a eu 18, l'autre a eu nana, machin. Et tu vois, on va féliciter celui qui a eu des bonnes notes, on fait un système de notes, etc. Alors, je suis pas en train de dire il faut abolir toutes les notes, tout était mauvais. Mais au bout d'un moment, quand on se rend compte que la société s'est complètement transformée autrefois, les gens qui allaient au bac, même à l'époque de nos parents ou grands-parents, les gens qui allaient au bac, c'était 5% de la population. Et donc on était déjà dans un truc d'élite. Vous n'êtes pas beaucoup, donc mettez le maximum, vous allez ensuite aller en France, vous allez vous confronter à une élite aussi, machin, etc. Donc il fallait les pousser dans ça. Aujourd'hui, on est dans une société où tu as 60% des gens 60% des jeunes qui ont le bac, sauf qu'ils se retrouvent ensuite à plus de 50% de chômage chez les jeunes. Donc en fait, ça sert à quoi de garder le même système de quand on n'était pas beaucoup et qu'il y avait une élite, à aujourd'hui on est dans une société qui est complètement différente. D'où l'idée de repenser effectivement tout ça. Si on peut créer un système de notation, mais qui est surtout dans la valorisation, qui est surtout dans tu as fait ça comme erreur, moi je vais te féliciter dans ta capacité à trouver des solutions par rapport aux échecs que tu as eus, tu vois, plus on fait ça, plus ça va effectivement donner, et même aussi, on ne donne jamais de points quand un élève aide un autre élève. Pourquoi on ne créerait pas, tu vois, un truc de plus tu es solidaire, alors on essaye de le faire, il y a des établissements qui essaient de le faire, mais ça serait. Pourquoi, au lieu de penser juste à alors toi tout seul, est-ce que tu as révisé, tu as 15 sur 20, s'il y avait un truc collectif de vous avez réussi à travailler ensemble, alors nous c'est une compétence qu'on travaille au collège, c'est ce qu'on appelle le fait de coopérer et mutualiser. Mais ça reste, tu vois, encore assez marginal et on a toujours le réflexe de chaque élève égale une note, parce qu'en vérité,
un bulletin, il reste personnel. Tu vois, quand l'élève, il a son bulletin personnel et il n'y a pas un bulletin avec des notes en complémentaire parce qu'ils ont travaillé à plusieurs. Ouais. Et donc, tu vois, c'est là où il faudrait réfléchir effectivement à toute la manière de noter, la manière de sanctionner, la manière de tout ça pour, à chaque fois, hein, l'idée à chaque fois, c'est l'épanouissement des élèves qui puissent se sentir bien pour après, dans la société, pas être à essayer de te doubler avec la 208 et en se disant « Ah ben tu roules, vas-y tranquille, passe, on est tous de toute façon sur la même route et on l'a tous payé avec nos impôts, tu vois, c'est notre route à nous tous, c'est pas plus ta route que la mienne et donc il y aurait un respect qui se mettrait en place. » Excellent. Et là, on a parlé de représentation, d'idées collectives, de supprimer les individualités et la langue dans tout ça. J'avais reçu un invité qui me parlait de l'éducation avec le créole. Est-ce que là aussi, ça peut peut-être intéresser les jeunes d'apprendre dans leur langue, surtout qu'il y a des petites études qui ont été faites et qui ont montré justement que lorsqu'un élève apprend avec sa langue, bizarrement, il apprend mieux. Est-ce que tu penses que là aussi, on doit se travailler dessus? Alors, c'est ça, c'est qu'en fait, contrairement à avant, et en fait, c'est pour ça, moi j'aime bien dire, il ne faut pas nécessairement blâmer les générations d'avant qui étaient très méfiantes vis-à-vis du créole. Alors bon, il y avait aussi un truc de, parce que c'était les bourgeois qui leur ont imposé ça, hein, pas parler créole, pas parler c'est mauvais, c'est voilà, c'est vulgaire. Exactement. Mais en même temps, il y avait aussi une génération de parents qui se disaient, mes enfants, ils vont aller à l'école avec peut-être des non-créolophones et donc ça va les mettre en difficulté s'ils ne maîtrisent pas bien le français. Tu vois, parce que je sais que tu as eu le même réflexe par exemple en région parisienne, enfin en France hexagonale, avec les descendants des immigrés, où les gens ne voulaient pas leur parler dans leur langue, soit en lingala, soit en arabe, etc. Parle en français. Parce qu'ils disaient non, on n'a pas envie que tu sois après en difficulté. Donc il y avait vraiment. C'est vrai, ça. Il y avait un Quand côté ils viennent avec leurs enfants, ils disent parle en français. Voilà, il y avait un côté où les parents voulaient protéger leurs enfants. Sauf que, et toujours dans l'idée de neurosciences, tu as plein de scientifiques qui ont prouvé que maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau en fait il est plastique. Et plus un enfant passe d'une langue à une autre, plus il a une capacité effectivement à stimuler d'autres parties de son cerveau. Donc en fait, on a tout intérêt à développer le bilinguisme, trilinguisme, quadrilinguisme, donc de pouvoir faire des cours en créole, de pouvoir même, tu vois, moi j'ai des élèves qui viennent justement de Saint-Domingue, etc. Donc parler en espagnol, parler en anglais, etc. C'est autant de choses qui déjà, eux, leur permettraient d'être valorisés. Parce que tu vois, ce qui est fou, c'est que moi j'ai des élèves, je me souviens, qui sont originaires de Santo Domingo. Quand leur professeur leur demande de parler en espagnol, en fait, ils ont un blocage, alors qu'ils parlent couramment. Mais l'école, c'est en français. Ouais, pour eux, c'est français. Là, tu me demandes de parler. Là, tu me demandes de parler. Et tout, parce que, tu vois, ça crée un blocage. Alors que si, de manière détendue, on leur disait, non, mais t'inquiète, puedes hablar en espagnol, etc. Tu le mets. Comme elle maîtrise. Moi. Là, on est sur il y a ce matériel. Là, on est sur quelque chose. C'est la chose que je connais. Exactement. Et donc, du coup, plus en fait on va valoriser une partie de leur identité, et avec le créole, bien évidemment, plus on va valoriser celle-là, cet élément-là de leur identité comme un élément sur lequel il faut qu'ils s'appuient, un élément avec lequel il est fier, un élément sur lequel ils doivent réfléchir, penser le monde, etc. Plus on sera en mesure de faire des élèves complètement épanouis, capables d'évoluer, de proposer des choses, de créer. Et de toute façon, on l'a vu, il y a déjà beaucoup d'exemples. Comme on dit, Guadeloupe, terre de champions, on en a beaucoup qui nous ont montré qu'avec leur identité en créole, en français, en anglais, en espagnol, en trucs urbains, etc., ils sont capables de faire de belles choses. Donc on a tout intérêt en vérité à le valoriser. Alors pour toi, dernière question, quel est donc le futur de l'éducation ici en Guadeloupe? Alors pour moi, le futur de l'éducation, c'est déjà une éducation, on emploie le terme inclusive, vraiment, mais pas inclusive dans un sens limité du terme. Pour moi, quand on parle d'une éducation vraiment inclusive, c'est le fait d'inclure un maximum de choses. Je vais te donner deux exemples très concrets. Le premier exemple, c'est effectivement travailler avec les familles et que ce ne soit pas juste la famille et le concurrent, parce que tu as des familles qui ressentent ça. L'école, tu vois, de plus en plus, tu en as qui sentent l'école comme un truc concurrent, parce que c'est l'éducation, c'est un truc politique, je sais pas quoi, il y a des théories, les théories du genre, tu vois, il y a un truc un peu concurrent, et en fait, du coup, ça fait un climat de tension. Alors que, en faisant un espace tranquille, apaisé, où on travaille ensemble, bah, ça pourrait être très concret. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément très concret, moi, je me dis que effectivement, chaque territoire a son identité, a son patrimoine et a aussi ses potentialités. C'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est en train de se transformer, notamment en lien avec le numérique. Peut-être qu'on pourra en parler une autre fois, tu vois, des technologies, etc. Tu me donnes une idée. Ok. Voilà, un autre thème qui a débarqué dans l'émission. Mais je ne vais pas te couper, continue. Donc du coup, en lien, tu vois, avec les transformations au niveau de la société, font que tu as des métiers qui sont amenés à disparaître, tu as d'autres métiers qui vont apparaître. Et ben, peut-être que
chaque territoire, et du coup on peut l'observer en Guadeloupe, devrait développer une manière ou des filières, tu vois, des filières au niveau de l'éducation pour valoriser telle ou telle potentialité et pour faire en sorte que nos jeunes, parce qu'en fait on les éduque pour qu'ils soient épanouis, et aujourd'hui on vit dans un monde où pour être épanoui il faut quand même avoir un peu d'argent, parce que sinon si le frigo il est vide, c'est pas possible. L'épanouissement il est limitos. Et donc du coup le fait de créer des filières, tu vois, on parlait des métiers de la mer, on parlait des filières artisanales. Regarde aujourd'hui, dans l'artisanat, tu as plein de métiers qui ont été mis de côté parce qu'on disait mais non, mais tu vois, c'est tout le monde bois, faire des trucs en bois, etc. On n'en veut pas. Alors qu'aujourd'hui, moi je sens une tendance. J'étais à la dernière fois en Martinique, il y avait des gars qui me disaient ils veulent se réapproprier, tu vois, les métiers à l'ancienne avec le fer, avec le bois, avec les tissus, etc. Et je sais que tu as des filières qui sont potentielles. Et donc ça, tu vois, c'est autant d'éléments très très concrets qui font qu'on peut développer un système éducatif en prise avec la réalité, inclusif et en même temps qui propose des filières d'avenir pour les jeunes, etc. Excellent, franchement, n'hésitez pas à faire tourner cette émission parce que là, Ahnès vient de vous donner des solutions, des explications. Exactement. Et encore une fois, on ne juge personne, on ne critique personne, c'est simplement une analyse. Mais si on veut te poser des questions, plus de questions, parce que bien entendu, là, tu as posé des points sur des i, tu as posé le doigt sur des choses assez essentielles. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux, Facebook, Instagram? Donne-nous tout, de toute façon, ça va s'afficher juste ici. Exactement, donc comme j'avais dit la dernière fois, vous pouvez me retrouver sur le shot, donc, sur Instagram, le shot avec un 0 à la place du T, et également sur Facebook. Et puis voilà, on peut échanger, n'hésitez pas, suivez-moi, envoyez-moi des messages, etc. On est là pour s'amuser. Hein. Top. En tout cas, merci pour ton analyse, franchement, sur l'éducation de nos jeunes et sur le futur de l'éducation. C'était vraiment très complet. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, encore une fois. Laissez l'avis en commentaire, ça nous fera plaisir. Et on se retrouve très vite parce que là, les nouvelles technologies, ça m'a donné une idée. Ça m'a donné une idée. Yes. Vous allez le revoir. Ahnès Garrouche, mesdames et messieurs. Merci à toi. Muchas gracias. J'adore l'accent. Nous, on se retrouve demain avec, bien sûr, deux nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier. Et oui, mon partenaire, celui qui m'habille et qui m'a fourni cette chemise merveilleuse. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Descendez à Basse-Terre, allez à l'écrin, demandez Nathalie, vous dites que vous venez de ma part. Elle vous fera un prix, c'est-à-dire rien du tout. On se donne rendez-vous donc demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain. Je vais dire à la semaine prochaine. On n'est pas dans le top. À demain.